Muriel Pic est écrivain, traductrice, réalisatrice et chercheuse, docteur à l'EHESS. Elle a publié plusieurs essais sur Henri Michaud, Walter Benjamin, Rosa Luxembourg, Sebald. Vendredi 24 octobre 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Muriel Pic autour de son ouvrage « Leçons de possession, les archives de la drogue d'Henri Michaud » publié chez Macula Éditions. L'échange était mené par Benjamin Lebrun. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir pour une rencontre autour d'Henri Michaud et les expériences d'écriture sous la drogue. Le livre de Muriel Pic s'intitule « Leçons de possession ». Et nous sommes très heureux de recevoir à la librairie Ombre Blanche Muriel Pic pour ce beau travail édité par les éditions Macula. Je vous présente juste en quelques mots. Vous êtes écrivaine, chercheuse, traductrice également de l'allemand, réalisatrice. Vous touchez à multiples formes artistiques, disons. Et donc là, vous nous présentez ce livre qui est issu d'un projet de recherche. Vous en parlerez bien mieux que moi. Et donc, à vos côtés, je présente Leila Toto Surel, excusez-moi, qui est thérapeute et membre de l'association psychédélique de Toulouse, de France. La Société psychédélique française. Et puis, à ses côtés, Julien Roumette, qui est professeur de littérature à l'université Toulouse Jean Jaurès. Voilà. Je vous laisse discuter de ce livre et je vous remercie à tous les trois encore une fois d'être là. Merci beaucoup, bonsoir. Donc, ce très beau livre, d'abord même physiquement, je trouve que c'est très réussi, la mise en page, il y a beaucoup d'illustrations et c'est pas du tout décoratif, comme on en parlera après, et consacré aux archives de la drogue. C'est-à-dire qu'on connaît tous les textes de Michaud, les très célèbres textes de Michaud quand même, Misérable miracle, Connaissance par les gouffres, etc. Vous m'entendez pas là ? Là c'est mieux ? Pardon. Je continue, peut-être, je n'ai pas dit grand-chose pour l'instant. Ce livre-là vient compléter les œuvres de Michaud, donc, qui sont très connues, et par les brouillons, les notes prises par Michaud pendant les expériences auxquelles il se livrait avec différentes drogues. Donc ça élargit et ça complète beaucoup la vision qu'on peut avoir de ces textes-là, en les remettant dans un contexte, ce qui est tout à fait précieux, parce que, comme vous savez, Michaud a expérimenté les drogues sous contrôle médical, en lien avec différents médecins au fil du temps, et donc il y a tout un travail en fait derrière ça, dont on voit le résultat dans les textes, mais enfin ça permet de se rendre compte de tout ce qui était autour et dans quel contexte il a fait ça, avec qui il a discuté, avec quoi, en quoi ces travaux-là et ces écrits-là entraient en résonance avec des travaux médicaux et psychiatriques à la même époque. Bon, voilà, tout ça. Donc, et je disais que le livre est très beau, il y a un format un peu inhabituel, un peu grand, avec pas mal de... Je peux montrer des illustrations, voilà, comme ça, qui sont en partie des documents que Michaud a lus, et en partie aussi, et c'est très frappant, il y a un certain nombre en particulier de reproductions de dessins que Michaud a vues, d'expériences menées par d'autres personnes, et ça, une chose c'est de le lire, quand on le voit c'est beaucoup plus riche en fait, donc là c'est vraiment très très intéressant, et la reproduction de certaines des pages qui sont commentées, donc ça c'est à la fois extrêmement précis et extrêmement parlant, donc moi je voulais... Voilà. Alors, par rapport à Michaud, je voulais juste je vais donner quelques jalons. Michaud expérimente les drogues assez tardivement. Il a 50, 60 ans quand il fait ces expériences-là. Il commence en 55, voilà, il est né en 1899. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à remettre en perspective dans la continuité de son expérience à lui.
et de son expérience d'écrivain. Michaud, c'est quelqu'un qui s'est construit contre. Il y a des textes très célèbres, des textes qui sont ce que vous citez d'ailleurs dans la préface de Plume, où il raconte un peu aussi son itinéraire, où il dit « je me suis construit contre mon père, contre ma mère, contre mon grand-père, contre ma grand-mère et probablement d'autres que je n'ai pas connus, etc. » Donc il y a une force comme ça chez Michaud de volonté d'aller au bout, d'expérimentation. C'est aussi un gamin qui, dans les rares traces qu'on a, il y a un texte qui s'appelle Portrait de A, où il décrit, où il évoque, disons, son enfance, où il dit jusqu'à l'âge de 7 ans, à l'âge de 7 ans, il commence à manger et à parler. Donc c'est un gamin renfermé sur lui-même, qui ne parle pas, qui refuse de manger, qui est une forme d'anorexie, et qui a un rapport compliqué avec le monde, avec son propre corps, et qui a tendance à chercher ses propres limites. Pour donner un exemple, il a une maladie physique, il a un souffle au cœur, et quand il va en Équateur à l'invitation d'un ami, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de grimper sur les sommets des Andes qui sont à disposition, en mettant un peu à l'épreuve son propre corps. Et il enchaîne avec une descente de l'Amazone en pirogue, sur toute la largeur de l'Amazone, toute la longueur de l'Amazone, toute la largeur de l'Amérique latine. C'est quelque chose de... Bon, il aurait très facilement, puis il a failli d'ailleurs, il laissait la peau. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à aller au bout de lui-même, au bout de ses limites, pour expérimenter ce qu'il... voilà. De ce point de vue-là, les expérimentations de la drogue, qui interviennent donc, encore une fois, assez tard, les voyages en Équateur, dont je parle, c'est dans les années 30, donc c'est 20 ans ou 25 ans avant les expérimentations avec la drogue. Il y a une forme de continuité. Enfin, on pourrait imaginer que la drogue, ça soit une rupture dans son œuvre et que cela amène quelque chose de nouveau. Moi, à la lecture de ça et les lectures précédentes que j'ai pu faire de l'œuvre de Michaud, il y a au contraire une forme de continuité. C'est qu'avec la drogue, il cherche à pousser encore un peu plus loin les limites de là où il peut aller. Il y a un approfondissement plutôt qu'une rupture, en fait. Et donc ça, c'est intéressant à voir. Et puis la deuxième chose, peut-être, c'est que, toujours dans cette... donc, il y a un titre, moi, que je trouve résume bien la démarche de Michaud, c'est « Épreuve-exorcisme ». Michaud est quelqu'un qui va rechercher l'épreuve. Il va aller se mettre à l'épreuve et il va voir ce que ça donne et voir comment il réagit par rapport à ça. Et l'exorcisme, c'est une façon de se libérer d'une épreuve. Et par rapport à la drogue, c'est un peu ça, et c'est votre conclusion d'ailleurs, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il va aller au contact de la drogue, et ensuite, avec le titre que vous dites, Leçon de possession, qui est un beau titre, qui fait un peu leçon de ténèbres, enfin, il y a des échos comme ça, mais il faut avoir en tête que je crois que j'ai pas retrouvé la référence exacte, mais il y a un moment où Michaud dit qu'il est pas doué pour la dépendance. Je sais plus où c'est exactement. En fait, il cherche à voir comment il va être pris par par l'effet des drogues. Il va s'affronter à ça, et en même temps, il cherche à comment faire avec et s'en dégager. Et une petite chose, par exemple, rapidement. Vous décrivez très bien, et ça c'est quelque chose qu'apporte, à mon avis, beaucoup votre livre et votre étude. Comment, quand il prend des séances avec, par exemple, la mescaline ou d'autres, alors je ne sais plus le détail des drogues, mais vous me compléterez au besoin, il prend aussi des antidotes. Et donc, il a parfois la clé pour faire cesser l'effet du psychotrope. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose et puis ça lui échappe, ça lui plaît pas, etc. Il prend un antidote, il arrête l'expérience. Donc c'est un rapport aux drogues comme ça très... Voilà. Alors je ne veux pas plus, j'ai déjà beaucoup parlé, je veux pas... Mais sur ce double mouvement, cette dynamique, disons, épreuve-exorcisme, comment vous l'avez vu dans ces archives qui, donc, en fait, n'étaient pas destinées à être publiées, qui sont des documents que Michaud gardait pour lui et qui lui servaient ensuite à écrire. Donc, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation, merci pour cette présentation. Alors, ce livre, en fait, il se donne d'abord comme un écrin des inédits de la drogue, c'est-à-dire ces archives secrètes
qui témoignent des moments durant lesquels Michaud est seul face aux hallucinogènes. Voilà. C'est des archives extraordinaires qui n'avaient pas été encore touchées, dont j'ai pas fait le tour. Il faudrait une équipe entière pour y arriver. C'est vraiment, il y a des éclats qui sont sublimes, il y a des choses en même temps très factuelles, et c'est vraiment comme vous le disiez, c'est vraiment des témoignages sur des expériences limites, des expériences aux limites. C'est des manuscrits de l'extrême. Donc voilà, c'est une sorte de trésor de l'esprit humain, ces inédits de la drogue. Et donc ils sont enchâssés dans un texte que j'ai pensé pour effectivement qu'on comprenne comment se déroulaient ces expérimentations, parce que la manière dont elles se déroulaient, ces expérimentations, est extraordinairement singulière, et qu'elle nous concerne tous, puisqu'en fait, Michaud est témoin de l'invention des médicaments psychotropes, c'est-à-dire toute la pharmacie psychique, toute la période où on invente d'abord les neuroleptiques, en 1952, ensuite les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques, enfin toute la batterie des médicaments psychotropes qui maintenant sont prescrits de manière courante. À l'époque, on apprend progressivement aux généralistes à les prescrire, à les manipuler. D'abord, on les crée et on les expérimente dans les institutions psychiatriques. Donc Michaud, c'est un témoin de cette révolution psychopharmacologique qui en fait précède la révolution psychédélique, dont le mot nous vient des États-Unis, alors que le mot psychopharmacologique nous vient de France. Et d'ailleurs, la révolution psychédélique, qui a quand même été portée aussi par les États-Unis, a un peu recouvert tout ça. Et puis, il y a une sorte de discrétion sur cette question de la psychopharmacologie. C'est très mal documenté. Donc là, on a un témoin extraordinaire qui nous parle du moment où on invente des médicaments pour tenter de remédier aux maladies de l'âme. Donc c'est dans cette perspective-là que j'ai fait ce livre. Donc le premier tiers, il est à la fois biographique, historique, plutôt, et le deuxième, alors, toute la deuxième partie du volume, elle est davantage sur des questions. Elle tire d'autres fils, c'est-à-dire donc la question du style, bien sûr, comment l'expérience littéraire est renouvelée. Alors non pas parce que sous drogue on est comme ça inspiré miraculeusement, parce que Michaud va lire les auto-observations de médecins sous drogue. En fait, il découvre une écriture médicale, scientifique, qui va en fait lui permettre de renouveler la question du lyrisme, de l'observation de soi par la poésie et de l'autobiographie. Voilà. Donc voilà, juste pour dire ça. Donc, ce livre, il avait vraiment à la fois d'alimenter, de donner du nouveau sur l'œuvre de Michaud, qui est une œuvre extraordinaire, et en même temps de nous renseigner sur cette révolution psychopharmacologique. Les 5 œuvres, il faut les citer parce que les titres sont sublimes. 1955, Misérable miracle. 1957 aussi, quand même, on travaille 15 ans là-dessus, puis on oublie. 1957, L'infini turbulent. Paix dans les brisements, le 3e, qui est vraiment un ouvrage vraiment extraordinaire et qui est un peu la charnière entre 2 diptyques, et les 2 autres, donc beaucoup plus proches de la psychiatrie, qui s'intitulent Connaissance par les gouffres et Les grandes épreuves de l'esprit et les infiniment petites. Alors Michaud, il se lance là-dedans en 1955 parce qu'il a lu des textes de médecins et d'anthropologues. Et il sait que on a posé dès 1845, avec les premières expérimentations avec le hashish, qui est un hallucinogène mineur, mais ça, on va revenir aux différentes drogues. On a posé que avec les hallucinogènes, on peut devenir fou. À cette époque, voilà, c'est l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on peut devenir fou pour une durée, toute la durée du délire, en fait. Et après, comme vous l'avez très bien dit, les médecins, comme ils vont... en fait, on devient pareil à un schizophrène. C'est ça l'hypothèse. Michel Foucault fait une remarque là-dessus. Il dit, est-ce que c'est vraiment fondé ? Il y a une parenté comportementale. On aurait trouvé des molécules similaires dans les organismes des schizophrènes et dans 2 des hallucinogènes, la psilocybine et le LSD, la molécule indolique.
disent les médecins. Donc voilà, on a des preuves qu'on peut devenir fou. Enfin, on va savoir ce que c'est la folie. Et c'est ça qui l'intéresse, Michaud. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, entre parenthèses, ils vont même faire des expérimentations avec. On expérimente tout dans les années 50. Hein. On a commencé dans les années 30 déjà aussi pas mal, mais tout, l'alcool, la morphine, enfin toutes les drogues possibles. C'est-à-dire qu'il y a deux types de drogues. Enfin, il y a toutes les drogues psychotropes, donc qui tournent la psyché, et à l'intérieur, il y a une catégorie de drogues qui produit des hallucinations. Et donc, c'est les hallucinogènes. Et donc là, on se concentre surtout sur les hallucinogènes, même si ils tentent d'autres drogues. Hein. Et on va même, en partant de cette idée que quand on absorbe de la mescaline, de la psilocybine ou du LSD 25, on devient comme un schizophrène, c'est-à-dire avec un dédoublement de la personnalité. On va même aller injecter à des animaux de l'urine de schizophrènes à cette époque. Enfin, je veux dire, on est dans une sorte de période d'expérimentation dans tous les sens. De 1950 à 1950, premier congrès mondial de psychiatrie, c'est là que sont lancés toutes les le programme de recherche d'expérimentation officiel, mais en fait ça a commencé déjà avant, et on l'arrête avec le 5e congrès mondial de psychiatrie en 1966. Et là on est dans une période assez folle donc d'expérimentation, et on introduit des écrivains et des plasticiens, parce qu'ils arrivent à faire ce que les médecins n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils arrivent à ramener de leur exploration des limites de la conscience des témoignages, parce qu'ils sont formés justement à saisir les sensations et à leur donner une plasticité, une écriture, ils arrivent à ramener quelque chose, alors que les médecins, ils lâchent le stylo la plupart du temps, ou alors, voilà, ils n'y arrivent pas. Et avec les neuroleptiques, on est en plus en sécurité, parce que les neuroleptiques, c'est ce qui calme la grande crise de schizophrène. Donc c'est une autre catégorie de psychotropes. On peut faire on-off, comme vous le disiez. Les médecins, ils avalent de la mescaline, et après, si ça part mal, hop, ils avalent un Librium, par exemple, ou un autre médicament. Et là, paf, ça arrête le délire. C'est ce que fait aussi Michaud. Donc il y a aussi une sécurité, et puis il y a ce moment un peu de... On a l'impression qu'on contrôle quelque chose de la folie. On peut faire on-off. On peut être fou d'1 heure ou de 10 000, comme dit Michaud. Oui, oui. Alors c'est ce que je trouve. Alors par rapport à Michaud, en fait, c'est que cette démarche. Moi, j'ai été très intéressé le fait que Michaud, il a une formule célèbre. Il dit: nous ne sommes pas un siècle à paradis. Et il s'inscrit un peu en faux contre toute une tradition littéraire de textes sur la drogue. Et ce que vous dites, ce que j'ai découvert un peu en lisant, c'est qu'en fait, il lit finalement, il lit, mais il n'en retient pas grand-chose, tous les grands textes de Quincy, de Baudelaire, etc., sur la drogue, et bien d'autres. Sauf que ça l'intéresse beaucoup moins que les textes médicaux. Et il va se nourrir, et donc il y a une démarche un peu scientifique. Mais alors, il a un peu un esprit comme ça, parce que par exemple, je me rappelle que, je sais plus si c'est dans Ecuador ou dans Barbare en Asie, il dit que quand on commence quand on arrive dans une ville inconnue, la première chose qu'il veut voir vraiment, c'est le vivarium pour aller voir les insectes. Donc il a une démarche un peu d'entomologiste, pas scientifique, mais qui est décalée par rapport à la tradition littéraire. Et du coup, mais par rapport aussi... Donc, les écrivains, ils sont un peu les marionnettes des médecins dans cette histoire-là, au départ. C'est-à-dire qu'ils les conçoivent pour venir combler un manque par rapport à ce qu'ils n'arrivent pas à faire eux. Sauf que ce que vous montrez très bien, c'est que Michaud, il finit par échapper aux médecins, et parce qu'il a une empathie aussi, et parce qu'il s'identifie aux fous, ou à ceux qui souffrent, ou ceux qui, à travers ces expériences-là, pour leur redonner une voix, la porter, et du coup, par la poésie, parce que à partir de ces notes, il va écrire des poèmes ou des textes, un certain nombre de textes, et certains sont des poèmes, d'autres sont plus descriptifs, mais il va donner une voix et du coup donner une existence, une légitimité à une parole qui n'est pas étudiée juste comme un objet,
mais comme étant celle de personne, en fait. Voilà, là vous avez dit beaucoup de choses en même temps. Alors d'un côté, il est à la fois médecin et fou. Donc justement, il tient tout le temps cette dialectique de manière extraordinaire. Et à un moment, il la dépasse. On en reparlera plus tard. C'est pour ça que ça s'appelle leçon de possession. Hein. C'est pour ça, c'est cette tension que je voulais mettre en avant. Hein. Il est à la fois faculté vigile et à la fois abandon total dans le délire. Il arrive à faire ça, il arrive à faire les deux. En fait, il arrive à maîtriser le dédoublement et à le mettre au service des notes qu'il arrive à prendre sous drogue. Et après, avec les ouvrages et les dessins, parce qu'il y a aussi un énorme corpus de dessins, au moins... On ne sait pas exactement combien, parce que beaucoup ont été perdus, disséminés, aussi par les médecins. Parce que, en fait, les livres de la drogue, qui sont très connus, mais très peu lus, finalement, alors qu'ils sont poétiquement extraordinaires, parce que le génie de Michaud, c'est qu'il déplace l'expérience, il déplace tout le temps l'expérience littéraire. Et là, il le déplace dans l'expérience médicale ou scientifique, comme dans les années 30, il l'a déplacé dans l'expérience anthropologique. Donc, il va toujours chercher ailleurs que dans la littérature, le cœur même de la littérature. C'est-à-dire le moment où on éprouve les limites du langage. Parce qu'en fait, tous ces médecins, ils sont face à des problématiques scientifique, qu'est-ce qu'une hallucination, comment en témoigner. À l'époque, l'informatique se met en place dans les années 70. Et en fait, ces questions scientifiques sont aussi des questions littéraires et esthétiques. Comment réussir à dire? Chaque écrivain le sait, c'est ça la question. Comment je vais réussir à parler de ça? Comment je vais réussir à représenter ça? Et donc, il retrouve le cœur brûlant de la littérature à un lieu complètement inattendu. Et je pense que c'est ça quand même une des grandes choses de Michaud, et ce qui va aussi épater complètement les médecins, à tel point qu'il faut quand même avoir conscience que les livres de la drogue et les dessins de la drogue sont considérés par nous, littéraires, moi je viens du champ littéraire, d'abord comme des œuvres qui ont été publiées dans les œuvres complètes, qui ont été publiées en revue, aux éditions du Rocher, puis chez Gallimard. Mais pour les médecins, ce sont des documents. Ce sont des documents scientifiques, donc c'est des textes et des dessins qui ont des documents plastiques et littéraires qui ont deux réalités en fait, et qui ont d'ailleurs été publiés. Tout le début de Connaissance par les gouffres a été publié dans la revue Les Lettres Nouvelles de Nadeau, donc une grande revue de l'époque, et en même temps dans la revue de Mycologie de Roger M. Parce que peut-être aussi, il faut peut-être poser juste deux, trois choses. Il y a 3 institutions qui travaillent ensemble entre 1950 et 60 vraiment activement à ces expérimentations. C'est d'abord l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne avec l'équipe de Jean Delay, où là, ils font les expérimentations avec les hallucinogènes. Le deuxième acteur, c'est les laboratoires Sandoz, où officie le chimiste Albert Hofmann. Et le troisième endroit, ça va être le musée d'histoire naturelle de Paris. Donc il va y avoir comme ça ce triangle, et Michaud va être au milieu. Voilà. Et les drogues principales, les premiers hallucinogènes avec lesquels on cherche à comprendre qu'est-ce que voir, entendre des choses, ou avoir des perceptions de son corps, avoir l'impression que sa jambe elle est de l'autre côté de la pièce, par exemple, c'est le hashish, donc, qui est un hallucinogène mineur, hein, on oublie de le dire. Ensuite, la mescaline, qui est synthétisée au début du XXe siècle par les Allemands, la mescaline Merck. Donc, d'abord, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Allemagne. Dans les années 30, il y a les fameuses expérimentations aussi de Walter Benjamin. Donc là, le cœur est en Allemagne, puis après, il y a le Troisième Reich, donc on gaze en fait les patients en institution psychiatrique. Donc, c'est plus tellement la peine de faire des recherches pour savoir comment soigner la folie. Et du coup, la balle passe après la Seconde Guerre mondiale en France, puisque Jean Delay découvre un neuroleptique, donc quelque chose qui calme la grande crise schizophrène. Et pendant la guerre, en Suisse, il y a la découverte à partir d'un champignon qui vient des céréales de ce qui va devenir le LSD. Et le dernier hallucinogène qui sort comme ça des laboratoires Sandoz,
c'est la psilocybine qui vient d'un champignon mexicain hallucinogène qui était utilisé pour les rituels, tout comme le peyote, qui est le cactus d'où vient la mescaline. Je ne sais pas si c'était clair. J'ai essayé de... Voilà, pour les acteurs principaux, c'est ça. C'est ces 3 institutions, c'est ces drogues-là. Et il y a Michaud qui navigue et qui négocie de la substance en échange d'un texte. Oui, alors c'est ça qui est très étonnant. Après, oui, parce qu'en fait, il y a une grande variété de drogues qui n'ont pas toutes la même... Alors, Michaud veut toutes les essayer pour définir ce qu'il appelle le style des drogues. C'est-à-dire que le style de la mescaline n'est pas la même chose que le hashish, n'est pas la même chose, etc., que le LSD. Et après, alors, déjà ça c'est intéressant en fait, parce qu'il y a une sorte de connaissance, de caractérisation, il dit même c'est des rencontres, il définit ça comme des rencontres, je crois que c'est le terme qu'il utilise, donc rencontre avec un... Oui, il dit plus qu'une chose, c'est rencontrer quelqu'un. Oui, et voilà. je trouvais ça intéressant parce que cette approche-là, de parler de rencontrer quelqu'un, ça évoque plutôt les approches chamaniques, alors qu'à côté, il a cette approche qui se veut très scientifique. Et la tension entre les deux me semble apparaître à plusieurs moments. Et j'avais envie aussi de vous proposer de parler de ça. C'est pas qu'elle se veut scientifique, c'est qu'elle est scientifique, en fait. Déjà, ça, faut bien le poser. Alors après, toute la question de la transe, elle fascine Michaud, bien sûr. Simplement, pour accéder à la transe, il va falloir d'ailleurs, il y a tout un chapitre à la fin qui est consacré à ça. Qu'est-ce que c'est que la transe ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux que de l'extase, que de la sortie hors de soi, en dehors, bien sûr, du contexte théologique. Donc, bien sûr, Michaud s'intéresse beaucoup à la transe parce que, alors, pas seulement parce que la transe, ça va être l'accès au nirvana ou à la grande jouissance, même si ces données sont présentes, mais il invente un yoga de la drogue parce qu'en fait, la transe, c'est quelque chose qui a un lien avec le rythme. Donc lui, il est poète. Donc la question, la transe, on peut la produire uniquement par le rythme, si on veut. Donc il y a trois facteurs dans le chamanisme, d'après ce que j'ai lu à travers Michaud, parce qu'en fait, il se renseigne beaucoup sur ces questions. Il est très proche de Jacques Mazui, qui est un introducteur du yoga, qui est l'introducteur du yoga en France. Et donc la transe, effectivement, il y a les plantes, certaines plantes, et puis il y a les rythmes, ou alors il y a un don inné à la naissance. Donc il part du principe qu'il n'a pas le don inné, donc il va travailler avec le rythme et avec les hallucinogènes. Mais alors pour arriver à la transe sous hallucinogène, il faut trouver le bon rythme, c'est-à-dire qu'il faut se dégager du rythme de la drogue, de ce style un peu justement trop mécanique. Il dit les drogues n'ont pas d'imagination, effectivement ce sont comme des personnes, mais elles n'ont pas d'imagination. La mescaline, c'est toujours la même chose au bout d'un moment quand j'en prends. Il y a toujours des élancements, alors qu'avec le hashish, j'ai toujours des poussées vers, je ne sais plus comment il décrit ça, et c'est plutôt des poussées que des élancements. Donc il est très précis là-dessus. Et une fois alors il se laisse envahir par ça, et en même temps, il doit réussir à le contrôler par son propre rythme pour accéder à une forme de transe, ce qui n'arrive pas à chaque fois. Mais il n'est pas dans une démarche qui est celle, par exemple, de Timothy Leary, ou même de son prédécesseur, Aldous Huxley, qui a pourtant travaillé, qui travaillait aussi avec sa mystique. Il y a une mystique, il y a une voie mystique dans son travail sur les drogues, mais qui n'est pas une mystique collective, par exemple. Il ne va pas devenir gourou comme Timothy Leary. Il ne va pas y avoir cette... En fait, ce qui intéresse Michaud, c'est la sensation, plus que l'idéologie. Voilà, c'est tout sauf un idéologue. Et malheureusement, dans la manière dont on a pu s'approprier le chamanisme en Occident, il y a eu beaucoup d'idéologies qui ont porté le nom de psychédélisme. C'est une déclaration trop vague pour moi pour rebondir là-dessus, mais par contre, ce qui m'intéresse là, c'est par rapport à la transe et l'intérêt de Michaud pour la transe, et je trouve qu'il y a un autre endroit encore de tension. Enfin, on parle beaucoup des endroits de tension depuis le début là, mais il y a aussi beaucoup de contrôle et de volonté de contrôle et de garder le contrôle chez Michaud, et même l'évitement d'expériences qui lui ferait perdre trop le contrôle.
Par exemple, vous en parlez dans le passage sur le LSD, il arrête après 2 expériences parce qu'il y a ce truc de c'est trop fort, ça va trop vite, le cerveau n'arrive plus à garder prise. Et du coup, pour moi, il y a quand même une sorte de contradiction entre la recherche de la transe et la recherche du contrôle. Et peut-être, en fait, parce que par rapport au mysticisme, justement, il y a différents types de mysticisme, et Michaud, plutôt du côté de l'ascétisme, en fait. C'est un ascète, il ne cherche pas du tout le côté gourou, c'est même l'horreur pour lui, c'est quelque chose dont il ne veut absolument pas. Et il veut garder le contrôle aussi parce qu'il veut écrire. À un moment donné, c'est Michaud qui le dit, mais vous le montrez bien, mais il ne veut pas. Finalement, c'est une discussion avec Allen Ginsberg, je crois, mais finalement, le contenu des visions dans la drogue ne l'intéresse pas, ou pas beaucoup. Ce qui l'intéresse, c'est la réaction et qu'est-ce qu'on en fait après. Et c'est un peu ce qu'il fait d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il note tant bien que mal, c'est horriblement difficile de noter, l'écriture part dans tous les sens, etc. Il arrive à dessiner, ce qui est assez héroïque, ce que d'ailleurs peu de gens arrivent à faire, hein. Mais il ne considère pas que ça, c'est les œuvres. Après, il y a un travail qui reprend, et après, ça peut éventuellement devenir une œuvre. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'il a jetées aussi. Il disait à détruire, vous dites c'est marqué à détruire ou à garder. Voilà, donc l'idée de contrôle, elle est aussi. Il a des drogues préférées, et il va vers celle qu'il peut maîtriser un peu et dont il peut tirer quelque chose pour lui ou par rapport à sa propre démarche. Je ne sais pas, pardon, si je voulais. C'est justement tout l'intérêt de ces documents et de la démarche de Michaud que d'être à la fois dans le contrôle et dans la perte de contrôle et de réussir à tenir ça en même temps, en fait. C'est pour ça, encore une fois, que ça s'appelle Leçon de possession, ce livre, parce que c'est ça qui est absolument stupéfiant. C'est cette, non pas point de tension, mais vraiment de tension qu'il arrive à garder et qui produisent des choses vraiment extraordinaires, en fait, de très beaux textes, puisque le paradoxe, ou l'état de paradoxe suscite des images. Donc, ces sensations de laisser aller et puis de retenue en même temps, voilà, c'est ça qui est complètement fascinant. Tout comme d'avoir un poème documentaire, c'est quelque chose de paradoxal. En fait, il y a plein de paradoxes dans nos existences. Et puis c'est souvent des lieux justement où la signification ne va pas jusqu'au bout de la raison. Parce que Starobinski intervient un peu dans ce livre, Jean Starobinski, parce que c'est un contemporain de Michaud. Et il dit justement que toutes ces expérimentations des médecins à cette époque, il y a eu une vingtaine d'années où, avec les drogues, alors il ne parle pas directement des drogues, il parle d'autres protocole scientifique, hein. Mais il dit qu'il y a à cette époque, il y a une sorte de moment de riposte subjective, en fait, et avec tout le courant aussi de la philosophie phénoménologique de Merleau-Ponty, c'est-à-dire une attention nouvelle au sujet qui vient des artistes, qui vient comme un refus d'être toujours réifié, pris comme un mécanisme par la science, et que là il y a une attention, un retour à la sensation corporelle, en fait, avec ce mot d'esthésie, de sénesthésie, c'est-à-dire la perception du corps propre. Vraiment ce qui nous constitue comme animal, hein, au premier, tout ce qui est ressenti. Hein. Et l'état de sénesthésie, il se produit en état de trouble, expliquent les médecins, notamment dans les troubles de la personnalité de Théodule Ribot, c'est-à-dire les moments, si vous avez mal quelque part, d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous avez si vous avez mal au bras, vous vous souvenez que vous avez un bras, ou vous découvrez, si vous avez malheureusement mal au poumon, que vous avez un poumon. Enfin, vous vous mettez à l'écoute de vos organes dans l'état de trouble. Et pareil sous drogue, on se met dans une écoute surdéterminée des sensations. Hein. Les médecins disent la santé, c'est le silence des organes. Donc avec la drogue, il se met en état de trouble. Donc il se met dans cet état d'intoxication, hein, donc vraiment et là il se met à l'écoute. Hein, donc c'est vraiment ces inédits de la drogue, c'est vraiment comment j'arrive à me mettre à l'écoute dans un état de trouble qui m'empêcherait d'être contemporain de la sensation. C'est un des fragments contemporains de la sensation. Voilà, c'est juste, voilà, il y en a partout des petites choses comme ça. Et c'est là qu'il peut apporter quelque chose en tant que poète, parce que pour décrire la sensation, la précision dans les mots,
ben c'est central, c'est ce qui permet de le faire, quoi. Et en même temps, rapidement, ce qu'il écrit pendant, c'est pas ce qu'il veut garder après. Et du coup, il y a aussi tout un travail de transformation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce processus à partir de ce qu'il vit pour en faire quelque chose qui a l'air de prendre des fois des mois Alors, en fait, ils sont très durs à déchiffrer, voilà. Mais il a changé son protocole de notation. En fait, au début, les 3 premières expérimentations sous mescaline en 55, il arrive avec des grands papiers dessins et il se dit je vais créer sous drogue, je vais faire du dessin ou je vais écrire. Puis en fait, ça fait les écritures mescaliniennes, c'est déjà pas mal. C'est des sortes de départs de mots, puis ça comme ça. Mais il se rend compte très vite qu'il n'arrive pas à écrire sous drogue, donc il doit incorporer, comprendre comment les médecins notent pour ensuite réinvestir après et à partir des notes, travailler avec la mémoire de la sensation. Donc il va travailler avec les deux, avec la mémoire de la sensation et avec ses notes. Donc ça c'est la première période et ça c'est la deuxième. Dans la deuxième période, là, il a intégré le protocole, comme on appelle scientifique, c'est-à-dire la notation de l'heure, la notation toutes les demi-heures de l'heure, la notation de l'état physique, la notation des doses ingérées. Enfin, il est beaucoup plus... voilà. Donc il y a une physionomie complètement différente des premières archives aux secondes. Et puis, en fait, il fait un surdosage en juin 55. Donc là aussi, il se dit, il prend contact avec des médecins, c'est aussi pour ça, parce qu'il sent qu'il n'arrive pas à contrôler le dosage. Hein. À la fin, il fera du microdosage. Et ce qui est très beau, c'est que lui-même n'arrive pas à se relire dans les notes de la drogue. Donc, il va lire éboulement, ah non, éblouissement. Attitude, ah non, aptitude. Puis là, vous avez reconnu, c'est des paronomases. Hein, cette figure de style que Michaud utilise beaucoup, hein, émergence, résurgence. Et après, il réinjecte les paronomases qu'il a faites dans la difficulté à se relire lui-même. Il le réinjecte dans le geste de l'écriture quand il reprend les notes. Ce qui est quand même aussi assez fort. Moi, quand je m'en suis rendu compte, je dois dire, d'abord, j'avais moins, de culpabilité de ne pas pouvoir tout lire. Donc, il y a pas mal d'illisibles. Je me disais, même lui n'y arrive pas. Puis quand j'ai vu qu'en plus, il utilisait ça pour produire son style, hein, voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça produit son style, mais c'est en même temps quelque chose qui existe avant chez lui. Enfin, la paronomase, il l'utilise beaucoup. Enfin, il est vraiment, en particulier dans les exorcismes ou dans les poèmes un peu rythmés, il y en a vraiment quelques-uns où il n'arrête pas de jouer sur des formations, quitte à inventer des mots, d'ailleurs, au passage. Enfin, ça, il le fait souvent. Mais dépoétiser. Ah oui, ça, c'est magnifique, oui. Désauréoler. Et donc, du coup, il projette ça, il l'utilise. Mais ça, je trouve que c'est un chapitre qui est absolument magnifique dans le livre là. C'est d'utiliser, de montrer ce lien entre la recherche de l'expression et la création de la poésie. Enfin, on est vraiment exactement la question qui est posée. Enfin, on est au nœud de création de qu'est-ce que ça apporte en fait. Non pas tellement comme révélation de ce qui aurait été vu sous l'emprise de la drogue, mais en fait comme travail postérieur en fait par rapport à ça. Et du coup, la question, c'était quoi ? Il n'y avait pas de question. Là. Non, mais en tout cas, alors, pour ce qui traverse aussi le livre et les expérimentations des drogues, c'est aussi toute la question du dessin, enfin du document, parce qu'en fait le style, effectivement, c'est assez ingénieux de sa part de poser la question du style aux drogues, mais quelque part il a quand même avant lui toute la tradition de l'art psychothérapeutique, donc de personnes les médecins font déjà travailler les patients en institution psychiatrique avec le dessin ou l'écriture. Hein. Donc on a déjà des sortes de documents qui sont des documents plastiques. Donc là, il s'inspire quand même de tout ce courant que nous, on a un petit peu oublié parce que l'art psychopathologique, on le confond maintenant complètement avec l'art brut de Dubuffet. Alors que les enjeux ne sont pas les mêmes et en fait, les médecins détestaient Dubuffet. Dubuffet, apparemment, n'aimait pas trop les médecins non plus. Enfin, voilà. Mais il y avait quand même, il y a aussi toute cette tradition-là qui vient des Allemands, de Prinz Horn, et de la notion de Gestalt, en fait, de forme intérieure, en mouvement, dynamique, qu'on arrive à projeter, en fait, sur la page ou de manière dite spontanée. Alors, je ne sais pas si ça
si c'est encore pratiqué beaucoup de nos jours. Oui, je pense, non, la gestalt thérapie, la dramathérapie. La gestalt thérapie et la dramathérapie, oui, mais qui n'utilise pas... Thérapie de la forme, donc la gestalt. Hein. Oui, mais la gestalt thérapie passe peu par l'art plastique, en fait. Après, il y a l'art plastique thérapie aussi, mais globalement, on s'est assez éloigné de l'idée d'interpréter ce qui apparaît plastiquement, ce qui était beaucoup plus en cours à l'époque, l'analyse, l'interprétation des productions plastiques. Aujourd'hui, on est vraiment plus centré sur le processus en art-thérapie, la plupart du temps. Après, il y a sûrement des thérapeutes qui continuent de faire de l'analyse. Mais... Donc, par rapport au dessin, moi, je trouve que c'est intéressant parce que le rapport de Michaud au dessin est intéressant. Il n'est pas évident, c'est pas du tout un plasticien, il n'est pas formé pour ça. Et même dans les années 30, parce qu'il a pas il s'est mis à dessiner assez tard aussi, Michaud. C'est quelqu'un qui expérimente. Donc, voilà. Et quand il se met à dessiner dans les années 30, d'abord il ne les montre pas trop au début, et puis il dit que finalement les mots ça commence à ronronner un peu trop, ça commence à être trop prévisible, et donc il veut aller vers quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et donc il se met il se met à dessiner alors avec des encres, avec ces dessins qu'on connaît, avec ces alphabets, tout ça. Et c'est intéressant parce que c'est une façon d'aller au-delà de la parole, en fait. Et je me demandais, alors ça peut être une question là pour le coup, sur la place que ça peut avoir, ça, parce qu'on les connaît, ces dessins mescaliniens, et ça, on a tous été frappés par la puissance expressive de ces dessins-là. Un peu comme si c'était une évidence, mais en fait c'est pas une évidence, et peut-être que c'est un substitut à la parole, ou c'est une façon de dire ce que la parole ne veut pas dire, ou de continuer à dire des choses que la notation, arriver à noter des choses par le dessin que les mots ne suffisent pas à dire, en fait. Disons que le dessin et le dessin mescalinien, c'est vraiment... il se voudrait sismographe, donc vraiment passer directement de la pensée au papier. Hein. Mais, bon, il se rend compte que c'est une utopie, mais c'est vraiment saisir, encore une fois, c'est la sensation, le pouls des choses. Hein. Il dit, je ne sais plus dans quel texte. Et c'est vrai que le figuratif, le plastique, l'image, à un moment donné, lui apparaît comme plus proche, un meilleur capteur de la sensation que le mot écrit qui demande une prise le recul du sens, en fait. Hein. Et par exemple, chez Paul Klee, il va être fasciné par l'exposition de Paul Klee, par les lignes, parce que c'est ça, enfin, à un moment donné, il y aura plus de mots, les mots eux-mêmes seront des lignes. Hein. Il y a tout se passe dans le texte, dans les sous-drogues. Hein. C'est les mots qui se mettent à bouger, c'est les mots qui attrapent, c'est les premiers acteurs, c'est les mots. Quand il voit le dessin de Paul Klee, il dit je deviens ligne. Et il a expérimenté ça avant, il est devenu le mot. Il y a un mot qui passe il ouvre un livre, il voit un mot, il devient le mot. Il devient l'expérience du mot. Ou alors, il y a un verre d'eau, il devient la sensation d'être verre d'eau. Il devient la sensation... Et c'est continuel, en fait, dans les sous-drogues. Et après, il va le réinvestir, mais alors davantage, effectivement, dans le plastique. Et en se souvenant de cette tradition, donc, que cherchent les médecins, de l'art-thérapie, parce qu'il compare souvent ses propres dessins aux dessins des patients en institution psychiatrique. Et il fait comme ça des comparaisons. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se... Enfin, j'ai mis 2 dessins en parallèle. Mais parce qu'il est aussi... mais je pense que soit c'est un hasard, soit c'est un phénomène mimétique qu'il ne maîtrise pas. Ou malgré le fait qu'il voudrait bien maîtriser... parce qu'on peut être influencé par ce qu'on lit avant ou par les dessins qu'on voit. Donc ça, il en a conscience. Mais c'est aussi parce qu'il est tout le temps en empathie. Donc d'un côté, il est très médecin, comme vous le disiez, et d'un autre côté, en fait, il est toujours en empathie avec les fous, comme il les appelle, hein, comme on les appelle à l'époque. Et il y a une volonté de dire, il dit, être dans leur peau, dans leur vase épaisse, parler en leur nom, hein, devenir eux jusqu'à l'hallucination. Donc voilà, il y a quelque chose là qui est assez aussi dans ce rapport à la sensation, la portée jusqu'au comble d'elle-même pour devenir l'autre. Hein. Enfin, parce que la sensation, c'est ce qu'on a de plus propre à soi. Enfin, c'est vraiment, et en même temps, ce qu'on a de plus universel. Donc, je crois que c'est ça qui l'intéresse, ce lieu toujours de disjonction.
J'avais envie de revenir sur la question des influences sur Michaud dans le contexte de ces expérimentations et en rapport avec l'institution de Sainte-Anne, justement. Donc, quand on s'intéresse aux expérimentations avec les psychotropes, les psychédéliques, on sait aujourd'hui que la question des facteurs extra-pharmacologiques est vraiment très essentielle. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le set et setting dans la recherche, c'est à la fois les dispositions contextuelles, culturelles, l'environnement, le lieu dans lequel ça se passe, le décor qui est présent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le setting. Et le set, c'est les dispositions de l'individu. Donc la personnalité, l'humeur, l'intention de la prise, son histoire, voilà, tous ces éléments-là. Il y a un retour des tentatives thérapeutiques avec les... Oui, sur les 15-20 dernières années. Les hallucinogènes, moi je dis, vous allez dire les psychédéliques. Oui. Oui, parce que moi je crois pas que l'hallucination soit au cœur finalement de ce qui se joue à cet endroit-là, mais à l'époque, en tout cas, c'est ce terme-là qui est utilisé. Et donc, en tout cas, cette question de set and setting, du contexte à la fois de l'individu et de l'environnement, elle commence déjà à être pensée à l'époque dans les recherches des années 50-60. Mais à Sainte-Anne, on reste très centré sur le biologique, le pharmacologique, contrairement à ce qui peut exister ailleurs avec des psychanalystes et psychologues qui font des recherches en Angleterre, par exemple. Il y a des personnes, il y a Joyce Martin qui est vraiment sur l'attention le besoin de contact, de rapport émotionnel aussi entre les thérapeutes et les patients dans ces expériences-là. Betty Eisner qui parle de l'importance de la musique, qui est la première à écrire dans les thérapeutes qui font des recherches à cette époque sur l'importance de la musique pendant l'expérience. Et a priori, à Sainte-Anne, avec Delay, il n'y a pas toute cette pensée-là de l'influence et l'importance du contexte. Et on fait vivre ces expériences aux patients de manière pas forcément très informée ou en leur donnant un contexte qui peut être effrayant, comme vous allez vivre quelques heures de folie, enfin, ce qu'on peut s'imaginer facilement qui prête après à vivre des expériences anxiogènes. On leur fait passer des batteries de tests aussi physiologiques pendant cette expérience-là, dans des salles blanches pas décorées. Donc voilà, il n'y a pas de souci de tous ces éléments-là extra-pharmacologiques. Et je me demande si vous avez une idée de comment ça a pu impacter Michaud, qui lui est très relié à cette institution-là et à Delay. Très relié. En fait, il y va qu'une fois et il déteste faire ça avec les médecins. Mais vraiment, il déteste ça. Sur la psilocybine, c'est ça, voilà, la seule fois, du coup, en fait, il n'y va qu'une seule fois et après, il fait des expérimentations. Être cobaye, doué du pouvoir d'écrire ou lapin tordu des médecins, ça va. C'est très dur. Il dit qu'il est vraiment dérangé par la présence des médecins qui veulent le faire parler, l'observer. Il n'aime pas être observé. Donc, il le vit quand même pas très bien, effectivement. J'ai pas l'impression qu'il ait développé une sympathie. En fait, moi, j'ai lu le journal de Jean Delay pour savoir justement un petit peu mieux qui était ce monsieur, qui avait quand même une énorme influence, qui faisait des articles dans la presse grand public pour informer de toutes ces expérimentations. En fait, pour nous, ça paraît très loin, mais dans le Figaro, il y avait des comptes rendus des expérimentations des médecins. Et je pense que c'était quelqu'un qui, à un moment donné, était aussi complètement dans son désir de conquête scientifique. En même temps, c'était aussi un écrivain. Bon, donc Delay, je pense que voilà. Alors il y a des témoignages, effectivement. Enfin, il y a un témoignage parce qu'ils se sont disputés. Qui a inventé la neuroleptique? Alors après, ils ont dit voilà. C'est un peu. Alors c'est sûr qu'à l'époque, les médecins déjà, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Ils étaient là avec leur blouse blanche. Le système hiérarchique de Sainte-Anne et de tous les hôpitaux psychiatriques était extrêmement hiérarchisé. C'est le maître ou le patron, Jean Delay, même pour ses associés. Donc c'est sûr que ce contexte n'est pas celui. On va pas mettre des petites lumières, de la musique, mais il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour que parce que bon. Il faut savoir qu'ils expérimentent sur les animaux. Donc là, moi j'ai vu des trucs vraiment... Voilà. Mais plus en laboratoire pharmaceutique. Enfin, j'ai vu des choses assez drôles parce que quand un chat prend du LSD, en fait, il perd son désir d'attraper la souris. Il a peur de la souris dans ce petit film.
qui m'a été interdit de reproduction. Donc on a des scènes comme ça, donc on a un type dont on voit pas la tête en blouse, enfin on a comme ça une sorte d'aquarium, c'est pas le bon terme puisque c'est un chat, mais et puis on voit une blouse blanche arriver, pouf, qui jette une souris, alors avec tant de LSD, enfin il est progressivement de plus en plus. D'abord il mange la souris, puis à la fin il a peur de la souris. Et puis après on expérimente sur les patients. Alors là, il y a un travail à faire. Moi, j'ai mis une note. J'avais pas les moyens dans le cadre de cette étude avec ce qu'ils appellent des patients dits consentants. C'est le mot que j'ai trouvé, par exemple, chez Henri Hay. Donc, il faudrait faire une thèse là-dessus. Il faudrait vraiment travailler là-dessus. Moi, j'ai botté en touche. Je l'ai signalé. Michaud, à certains moments, critique les médecins, hein, et en même temps, il a des sympathies. Il s'entend très bien avec Roger M. du musée, qui est botaniste en même temps. Il s'entend aussi très bien avec Juliane de Ajuria-Guerra, qui est un neuropsychiatre qui s'occupe surtout des enfants. Donc il est quand même... voilà. Et peut-être juste ce que je voulais pour répondre à cette question, c'est que par ailleurs, moi j'ai lu à Sainte-Anne, notamment à la bibliothèque Henri Hay, et puis vraiment, il faut aller chercher aussi de ce côté-là. J'ai lu une correspondance, j'ai oublié le nom du médecin, c'est un médecin qui était en province, et c'était un directeur d'institution psychiatrique, et il demandait à Ron Poulenc, parce que c'est Ron Poulenc et non pas Sandoz qui a mis sur le marché les neuroleptiques, la chlorpromazine, c'est-à-dire ce qui permettait de calmer la grande crise schizophrène, et c'est des lettres quand même désespérées. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire de lobotomie, ils ne veulent plus passer de douche froide, ils voudraient bien ne plus mettre les gens. Donc il y a un vrai espoir à cette époque. Il faut aussi replacer les choses. Il y a un espoir aussi pour certains directeurs d'asile, hein, comme on disait à ce moment-là, de sortir la violence des institutions psychiatriques. Voilà. Et peut-être, voilà, avec les moyens, en expérimentant... Voilà. Et je trouve parfois un peu dur d'imputer aux médecins, de dire ça n'a pas marché avec les hallucinogènes parce que il y avait pas parce que c'était des brutes en fait. Alors c'est vrai, oui, c'est vrai, il y avait, voilà, ça c'est sûr. Mais si on arrêtait avec les hallucinogènes, c'est uniquement pour des raisons économiques. Parce que, à mon sens, hein, d'après ce que j'ai vu, parce qu'en fait ils arrêtent avec les hallucinogènes parce que ça soigne personne selon eux, et qu'ils sont en train de découvrir tout le panel des médecins, des médicaments pour ce qu'ils appellent plutôt les névroses, ce qui devient... et il y a un grand champ qui s'ouvre. Les femmes au foyer désespérées, les personnes âgées. Donc ils ont tout un marché qui s'ouvre de l'industrie psychiatrique et ils foncent là-dedans parce que c'est beaucoup plus rentable et qu'en plus les hallucinogènes sont passés au tableau B, donc c'est devenu des stupéfiants. Et qui a le psychédélisme avec Timothy Leary qui commande 2 kilos de LSD à Sandoz, qui envoie des chèques au nom de Harvard qui envoie un télégramme en disant non, il est plus chez nous. Enfin, voilà. Il a écrit à Delay d'ailleurs à l'époque, Timothy Leary. C'est bien possible. Mais on ne sait pas s'il a eu une réponse, mais pour lui dire que lui, il utilisait des doses plus fortes que ce qu'ils utilisaient avec des meilleurs résultats. Et du coup, je pense pour essayer de l'inciter à augmenter les doses, voilà. C'est un sacré personnage. Et sur les contextes, donc Michaud, finalement, le contexte d'administration, c'est seulement une seule fois à Sainte-Anne. La plupart du temps, il est chez lui. Mais ça arrive, si j'ai bien compris, que parfois, il y ait quelqu'un d'autre et parfois des médecins, mais du coup, des amis. Des femmes, plutôt. C'est plutôt des proches ou... C'est des médecins Alors, il y a Colette Guinbert qui était médecin. Il avait un petit béguin pour elle, hein. J'ai trouvé des dédicaces de livres. Donc il était quand même assez à l'aise avec elle. Il y a Ajuria Guerra aussi qui traîne toujours, soit qui est au téléphone. Puis il y a des proches, des profanes, hein, des non-médecins qui peuvent être à côté. Mais très vite, il va maîtriser la microdose. Donc il va pouvoir faire seul, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait avec ça, parce que du coup, il fait des choses que les médecins n'avaient pas forcément prévues. C'est-à-dire que, alors, je ne sais plus avec quelle drogue, mais il prend du hashish en plus par rapport à une drogue pour essayer de voir ce que ça va donner. Alors, je ne sais plus si c'était avec la mescaline. C'est pour relancer. Ou pour relancer, oui, pour la mescaline. Il écoute de la musique, il dit que c'est une vraie découverte. C'est que vraiment, parce que c'est quand même...
c'est quand même très dur. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un mot qui revient très souvent, je trouve que c'est le mot souffrance quand même, souffrir, surtout le verbe, il aime bien les verbes, Michaud, souffrir. Et c'est vraiment, c'est des expériences, enfin je veux dire, c'est description d'un combat, quoi, pour reprendre un texte de Kafka, un titre juste, mais ça c'est un combat qui mène avec ce que ces drogues lui font. Et donc, il a à un moment donné une expérience où il dit que, alors, j'ai oublié le mot qu'il utilise, il est désuni, ou voilà, et que la musique a un pouvoir unifiant. Donc il découvre des choses comme ça. Et il a aussi une expérience malheureuse où il prend, je crois que c'est du hashish, mais avant d'aller au cinéma. Et tout d'un coup, il est obligé de sortir de la salle parce qu'il ne sait plus où il est. Enfin, le fait d'être dans le noir dans la salle, ça devient un sentiment de panique, etc. Donc, au fond, c'est peut-être à la fois le médecin et le poète de ce point de vue-là, mais c'est qu'il va maîtriser les microdoses et puis se mettre au défi, essayer de ne pas rentrer dans une routine, en fait. Je disais sa formule, là, je ne suis pas doué pour la dépendance, mais enfin, c'est vrai que très vite, en fait, il change les protocoles. Et ça, peut-être, il n'avait peut-être pas pu le faire dans le cadre d'un très normé d'un hôpital, par exemple. Bah, il fait vraiment une recherche par ses propres moyens, comme il dit. Et au début, il veut approcher la folie, puis en fait, à la fin, il essaye de penser qu'est-ce que la pensée, justement, comment ça circule dans nos têtes. Donc, il évolue aussi dans ses ambitions et dans ses buts de misérables miracles aux grandes épreuves de l'esprit. Les grandes épreuves de l'esprit, il y a effectivement cette anecdote enfin pas cette anecdote, cette expérience qu'il fait dans un cinéma, et il sort et il dit en fait j'ai perdu mon orientation, je suis complètement désorienté. Mais dans cette expérience, elle est tout à fait positive parce qu'il se rend compte que penser, c'est d'abord s'orienter. Et là, il y a toute une théorie de l'orientation. D'ailleurs, on le voit dans les dessins. On peut les orienter dans différents sens, les dessins d'ailleurs, si on veut. Enfin, il y a le monogramme, mais cette question de l'orientation, elle devient fondamentale pour lui parce qu'en fait, pour lui, la pensée, c'est d'abord, elle s'emploie non pas à l'étude, mais d'abord à l'orientation, sur le sens animal. C'est-à-dire qu'on est toujours aux aguets, sans être dans le stress, et qu'on doit toujours s'orienter dans la bonne direction. Et moi, du coup, après, d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion d'orientation comme lieu de notre pensée, notre rapport au monde, en fait. Et là, on rejoint une forme, les questions qui habitent les rituels chamaniques, par exemple. C'est comment se connecter à quelque chose. Et la conscience de l'orientation, d'être un corps qui s'oriente, cette prise de conscience-là est une manière qui est proche de cette question de la sensation, c'est-à-dire ça peut aller vers une mystique, mais c'est une mystique qui passe par le concret du corps. C'est ça que je voulais dire, et c'est ça qui est assez fascinant chez Michaud parce qu'il arrive à des sorties spirituelles, mais qui sont toujours ancrées vraiment dans la sensation. Et cette notion d'orientation, elle est vraiment très riche. On la trouve aussi chez Aby Warburg, un historien de l'art aussi, qui a aussi beaucoup pensé la notion puis c'est Kant, comment s'orienter dans la pensée, comment retrouver le sens. C'est la question de la nuit aussi. C'est dans la nuit, c'est Merleau-Ponty qui raconte aussi, dans la nuit on est désorienté, alors on repense les choses différemment, et ça revient, et on arrive par là à ce que vous avez dit à plusieurs reprises, sur lequel j'avais pas eu l'occasion de rebondir, c'est que il ne veut jamais rester, il fuit tout ce qui est identité et identique. Il faut toujours, aux écrivains qui viennent, il dit « fuis ton style, fuis ce qui t'identifie ». Surtout les écrivains à succès dont on dit « il a tel style », alors ça lui sort par les yeux à Michaud. Un écrivain, il est toujours en train de se remettre en question, et il est toujours dans la conscience que nous évoluons tout le temps, en fait, qu'il y a toujours une intériorité en métamorphose, on perd ses appuis, on les reprend. Voilà. Il est toujours là-dedans. Enfin. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 10 mois. Et moi est une question d'équilibre. Et ça, c'est une réécriture poétique du texte de Théodule Ribot, Les maladies de la personnalité. Et c'est une réécriture des années 30, donc bien avant tout ça, en fait. Ça c'est dans... Bien avant tout ça. C'est bien avant tout ça. Exactement. Mais ça vient déjà de tout ce qui est psychologie expérimentale que Théodule Ribot importe d'Allemagne. Voilà.
Et l'orientation, ça revient à la question du chamanisme au début. En fait, le moment où il y a transe, c'est quand on arrive à orienter toutes les parties du corps dans le même sens. Quand on est dans le même élan partout. Quand chaque organe, on arrive à tout ramasser ensemble. Et c'était aussi un des principes du yoga. Et quand tout va dans le même sens en soi, et ben là, on sort de cette dialectique d'opposition, justement, qui a chez lui cette contradiction qui tient aussi les inédits de la drogue. Et là, il y a des moments de transe, parce que ça va dans le même sens. Et en même temps, pour que tout puisse aller dans le même sens, il faut sortir aussi un peu de la dissociation, qui a l'air d'être très présente. Enfin, là, chez Michaud et dans la pensée de l'époque, il y a cette idée un peu que la substance produit, la dissociation produit la schizophrénie. Mais moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est le fait de rester en contrôle et de la volonté de ne pas lâcher quelque chose et de rester en observation qui fait qu'on ne peut pas aller vers une unification et la transe complète. Mm-hmm. Et ça revient aussi très fort, là, toute la partie sur le témoin, avec la volonté de rester depuis cet endroit-là pour ramener quelque chose. Et en même temps, il y a bien des moments où, quand même, comme on en parlait tout à l'heure, tout peut aller dans le même sens. Donc il y a quelque chose qui doit lâcher de ce contrôle. Oui, tout à fait. Moi, juste peut-être pour montrer en fait ce que fait Michaud par différence. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un chapitre qui est très intéressant sur l'expérience cinématographique. Là. Il y a un film qui est produit, c'est par Sandoz, je crois, enfin je sais plus. On propose à Michaud, enfin le laboratoire pharmaceutique propose à Michaud de produire un film sur qu'est-ce qu'on voit. En gros, le titre exact, je sais plus, c'est Image du monde visionnaire. C'est magnifique. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un programme magnifique. Donc c'est un moyen métrage, 30 minutes, quelque chose comme ça que j'ai pas vu. Hein, moi. Mm-hmm. Mais sauf que Michaud n'est pas cinéaste pour le coup, qui dépend de réalisateurs et de techniques qu'il ne maîtrise pas. Et il n'est pas. Alors, j'ai pas vu. Peut-être que le film est très réussi, mais enfin, Michaud a l'air pas content du tout. Et donc, il y a une façon enfin, ce qu'il arrive à faire dans les dessins, ce qu'il arrive à faire dans les poèmes, en fait, il n'arrive pas du tout à le faire au cinéma. En tout cas, il n'est pas content du résultat. Et ça montre aussi, en fait, que c'est délicat cette histoire-là. Et ça montre ce qu'ajoute, et ce qui est très précieux dans le fait que ce soit Michaud, lui, qui ait écrit les textes et qui les ait dessinés, et que les autres n'arrivent pas à faire, en fait. Alors ce film, Image du monde visionnaire, il est de 63, il est produit avec Éric Duvivier. Et en fait, il témoigne aussi de quelque chose sur lequel on a encore très peu travaillé, mais il y a de plus en plus de recherches, qui est le cinéma scientifique. Il y a une chose magnifique, c'est-à-dire qu'on développe, on utilise le cinéma à la fois pour filmer des expérimentations et ne pas avoir à les reproduire, mais transmettre aussi des contenus pédagogiques, faire de la propagande, ou parfois, comme ça, essayer de restituer qu'est-ce que la folie, qu'est-ce que l'hallucination. Donc, le film, c'est vraiment se mettre dans la tête de Michaud. Et il le fait avec Éric Duvivier, qui est un spécialiste des effets spéciaux. Mais très vite, Michaud se rend compte que la question... Donc, il écrit tout, hein. Il écrit toutes ces hallucinations, il fait tout pour que Duvivier puisse les reproduire. Donc ça va être un jet d'eau qui va aller dans tous les sens. Enfin, mais en même temps, il est assez drôle ce film. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version qu'on a en ligne, c'est une version qui a été repiquée 3 fois. Moi, j'ai vu les Kodachrome et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, à la décharge quand même de Éric Duvivier. Mais pour Michaud, ce film, il manque fondamentalement de rythme. Et il explique, voilà, il n'y a pas de cadence, il n'y a pas de tempo. Et c'est comme ça qu'on peut saisir les drogues, en fait, et les images. C'est trouver le bon montage. Et il est proche, en plus, Michaud, assez proche de Chris Marker. Moi, j'ai vu des échanges de cartes postales, qui est vraiment un homme du montage. Hein, le montage, c'est le lieu du rythme pour le film, surtout pour le film documentaire ou expérimental. Donc, c'est ça qui lui manque. Il pense que le montage, ça va pas, qu'il n'y a pas de rythme dans ce film. Et là où il n'y a pas de rythme, alors là, il n'y a pas de sujet, parce qu'en fait, le sujet est dans le rythme, et non pas dans le récit de soi ou dans l'épanchement des sentiments. Hein. Le sujet, il est dans le rythme, et le rythme, le cœur du rythme, c'est la sensation, puisque le modèle premier du rythme, c'est le cœur pour Michaud. Vous rappeliez qu'ils avaient ce problème de souffle au cœur. Hein. C'est le rythme du cœur, parce qu'en fait, le rythme du cœur, il n'est jamais répétitif. Il est toujours, il bat toujours, mais en fait, il change tout le temps.
C'est une sorte de tic-tac parfait, enfin, c'est une rythmique impeccable, mais qui n'est jamais la même, qui n'est jamais répétition, qui n'est jamais identique. Et qui est le cœur de la poésie aussi. Qui est le cœur de la poésie aussi. Ouais. Alors peut-être, si vous donnez la parole au public, si vous avez des questions, peut-être Moi, je suis très néophyte de Henri Michaud et tout ça, mais j'étais très curieuse de comment ça s'est fini et du coup des conclusions qu'il en a peut-être tirées et après lui son œuvre, dans quoi elle a pu s'orienter une fois qu'il a vécu tout ça. Les expérimentations, les médecins les arrêtent en 1966 avec les hallucinogènes, donc. Et puis Michaud, il arrête dès les années 60 parce qu'il a quand même des migraines assez violentes et il consomme après. Il expérimente plus qu'avec le hashish, en fait, jusqu'à je pense jusqu'à 66 à peu près aussi. Peut-être il va reprendre plus tard par hasard dans les années 80, donc il a 60 même 80 ans déjà. Ah ouais. 2 fois, ça donne 2 textes qui s'appellent Par surprise et Le jardin exalté. Mais c'est vraiment épisodique. Hein. Et après, alors on a toute une œuvre qui se déploie, qui vient de la drogue. Il y a notamment un texte sur le poltergeist, donc toutes les questions de hantise, hein, avec une thèse qui vient des écrits de la drogue, c'est-à-dire que s'il y a une manifestation qu'il n'y a pas manifestation que s'il y a manifestation du paranormal, soit c'est de la télékinésie, hein, c'est-à-dire il croit à ce genre de choses qu'on peut développer mais que c'est surtout les états de possession, une manière, des états de folie et de se rebeller. C'est un moi intérieur qui se rebelle contre la société, contre la maison du père. Donc il y a ces textes-là, puis après il y a les textes sur la peinture. Il va y avoir aussi les textes sur les ravagés. Donc les dessins de fous, donc qui a un texte magnifique sur les peintures, et il y a aussi les textes sur les dessins d'enfants qui s'appellent Essais d'enfants, en jouant sur le double jeu de essai, sur le double sens d'essai. Et puis après, il y a une œuvre rétrospective, et puis il y a toutes ces recherches qu'il va faire dans le domaine du non, loin de l'écriture, hein, justement, plutôt figuratif. Expérimentation par rapport à ses propres peintures, lire ses propres peintures, les sensations face à ses propres peintures. Voilà, une sorte d'agir-sentir. Chemin perdu, chemin trouvé, transgression. Il y a tous ces textes. Juste pour compléter. Puis il rencontre une femme qui est médecin qui lui dit « faut que tu arrêtes ». Micheline Fankin, ouais, qui est l'ayant droit de Michaud, qui m'a donné accès aux inédits de la drogue, et maintenant des archives Michaud sont, puisqu'elle malheureusement elle a disparu pendant les recherches, c'est Franck Lebovici qui s'en occupe à Paris. Voilà. Non, en fait, c'est des nombres de séances assez limités parce que le SD c'est 2, la mescaline c'est une vingtaine, je crois. Enfin, peut-être, oui. Enfin, voilà, il s'installe pas dans quelque chose qui deviendrait, voilà. Alors, sauf peut-être un peu pour le hashish, mais même le hashish, en fait, un peu plus, hein, quand même, un peu plus le hashish, mais le Sibine, quand même, il teste la cocaïne une fois, les neuroleptiques. Voilà, en fait, il y a une démarche expérimentale derrière ça, d'aller essayer. Et il le dit lui-même, il ne cherche pas une dépendance, enfin, il ne veut pas une dépendance, donc soit ça ne lui convient pas, il arrête tout de suite, il a essayé, bon, il voit, et puis après, même celles qui lui conviennent, comme la mescaline, ben, ça s'arrête en fait, assez vite. Hein, en fait, hein, y a pas de... Mais effectivement, c'est très fécond pour la suite, mais plutôt pour le rapport avec la sensation, de retrouver... Bon, les dessins, le rapport à l'image et au dessin, c'est quelque chose qui va l'interroger en permanence. C'est une sorte d'aventure, en fait, pour lui. L'expérience avec la drogue étant une façon de rebondir ou de porter plus loin l'aventure encore. Bonsoir, merci pour la rencontre. Vous avez évoqué un passé dans les années 30 en Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a des liens plus tard ? Est-ce qu'il évoque, est-ce qu'il a eu des contacts avec les drogues, le chamanisme là-bas ? Est-ce qu'il en parle ou pas du tout ? Bah, pas que je sache, non. Il prend de l'éther, mais je ne sais plus si c'est... je crois que c'est pendant un de ses voyages en Amérique du Sud.
Mais il n'arrive pas. Plus tard, il va vraiment chercher il veut vraiment essayer l'ayahuasca, c'est une liane de la forêt amérindienne, hein, si j'ai bonne. C'est un mélange de 2 plantes, dont une liane, effectivement. Voilà. Mais il n'arrive pas à s'en procurer, donc il va pas. Voilà. Mais il n'en prend pas, en tout cas, il n'en parle pas pendant les grands voyages des années 30. Voilà. Le bout de texte qu'il y a dedans quand on parle, il a l'air d'avoir jamais expérimenté parce que il aimerait cherche bien la volonté d'expérimentation, donc ça montre qu'a priori il n'a pas eu l'occasion pendant ses voyages. Parce que les médecins les expérimentent ces drogues, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal quand même à se les procurer, enfin que ça reste encore une zone un peu difficile. Même si Ajuria Guerra maîtrise, enfin il est d'origine espagnole, donc il va souvent en Amérique latine, et quand il y va, Michaud lui dit il y a une lettre, essayez d'en ramener s'il vous plaît. Voilà. De ça, puis d'un autre, j'ai oublié le nom. J'ai oublié. Une autre plante. Puis c'est pas des plantes qui ont été synthétisées, dont les molécules hallucinogènes ont été isolées plutôt à cette époque. Donc lui, il reste quand même tributaire du cadre médical. Il prend pas son sac pour aller dans la forêt amazonienne tester. Il n'a pas cette démarche à ce moment-là. Les grands voyages, c'est fini. Enfin, en fait, il ne croit plus aux grands voyages. Il est vraiment dans le voyage intérieur. C'est vrai qu'il aurait pu le faire, puisqu'il a déjà été dans plein de lieux. Voilà. Et il a plus de 60 ans après, donc peut-être aussi. Je sais pas. Il va en Inde, par contre. Pardon. Il voyage beaucoup en Inde à cette époque, puis ça va donner tous les grands poèmes beaucoup plus de la spiritualité. Où en Inde, c'est le soma, la drogue qui est utilisée. Mais là, il est davantage, il s'est tourné vers une recherche de la transe, plus par la lecture des textes, la répétition. Il est fasciné après les expérimentations de la drogue par les yantras. Donc tous les dessins et les mandalas, donc tous les dessins qui produisent comme ça aussi une sorte de transe visuelle par la rythmique. Et voilà. Donc il se tourne plus vers l'Inde, mais dans un geste qui est d'ailleurs un geste qui appartient aussi au psychédélisme de l'époque. Et d'ailleurs, à cette époque, dans la seule occurrence où il décrit ses expérimentations des drogues comme une expérience psychédélique, j'ai tout regardé, c'est parce qu'il fallait que je le situe par rapport au psychédélisme. Ça, j'étais vraiment obligée. Donc j'ai fait une recherche sur le psychédélisme en France. Il y a un petit chapitre là-dessus où j'ai essayé à peu près de... Et il n'y en a qu'une d'occurrence, c'est dans Émergence, Résurgence, qui est un ouvrage rétrospectif. Et à ce moment-là, il publie des choses sur son film, sont publiées dans des revues psychédéliques françaises, enfin américaines, mais qui circulent en France. Et là, il emploie ce mot. Puis le mot, c'est 74, 76, je ne sais plus. Et là, le mot est vraiment devenu beaucoup plus courant que dans les années 50, dans les années 60. Parce que le mot psychédélisme, il est inventé par Osmond et Huxley dans leur correspondance en 55 à peu près. Aldous Huxley et le médecin qui l'a initié aux drogues. Donc j'oublie le prénom. Humphrey, merci ça beaucoup. Oui, c'est ça. Osmond. Et le mot psychopathologique, lui, apparaît dans les mêmes années, mais en France. Donc il y a aussi deux traditions. Enfin, il y a aussi, c'est vrai, une tradition plus européenne et une tradition plus américaine ou états-unienne. Ça dépend. Bon, dans ce cas-là, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Le livre de Muriel Pic, Leçons de possession, les archives de la drogue d'Henri Michaud, est publié aux éditions Macula. Muriel Pic a aussi fait paraître chez cet éditeur Élégie documentaire, et elle est l'autrice également de Affranchissement, paru au Seuil Éditions en 2020, ou encore de Le dernier printemps de Rosa Luxembourg et autres poèmes dramatiques en 2025 aux éditions Le Bruit du Temps.
Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 24 octobre 2025, réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.